Le cristal teinte contre les verres. Les rires fusent dans le salon doré de la maison familiale. Anne, 18 ans, ajuste nerveusement son tablier blanc en observant les 50 invités prestigieux qui célèbrent les 15 ans de mariage de sa mère Claire avec Pierre. Des banquiers, des avocats, des entrepreneurs, le gratin parisien dans toute sa splendeur. « Anne, apporte le plateau de petits fours », ordonne Claire d'une voix tendue, ses bijoux étincelant sous les lustres. Elle veut que cette soirée soit parfaite. Pierre, impeccable dans son smoking sur mesure, discute affaires près de la cheminée, gesticulant avec l'assurance d'un homme qui brasse des millions. Anne saisit le lourd plateau d'argent du traiteur. 3 000 € de délicates bouchées garnies de caviar et de saumon fumé. Ses mains tremblent légèrement sous le poids et l'importance du moment. Elle veut tant que Pierre soit fier d'elle, qu'il la remarque enfin comme sa fille. Mais en contournant le canapé de velours, son pied s'accroche dans le tapis perçant. Le temps se suspend. Le plateau bascule. Les petits fours s'éparpillent sur le sol de marbre dans un fracas épouvantable. Le silence tombe comme une chape de plomb sur l'assemblée. Pierre devient livide. Ses poings se serrent. Devant tous ces regards médusés, devant les téléphones qui se lèvent pour filmer, il explose d'une rage disproportionnée. « Sors d'ici, espèce de bonne à rien! Tu n'es même pas ma fille! Tu ne vaux rien !» Chaque mot claque comme une gifle. Anne sent quelque chose se briser net dans sa poitrine. Les invités murmurent, gênés, tandis qu'elle s'agenouille pour ramasser les débris, les mains tremblantes, les joues brûlantes de honte. Claire, rouge de humiliation devant ses amies bourgeoises, s'approche et gifle sa fille violemment. « Tu gâches tout, toujours! Tu nous déshonores !» Anne relève la tête, une trace rouge sur la joue, et croise le regard méprisant de Pierre. Dans ses yeux, elle ne lit que du dégoût. Autour d'elle, 50 visages la jugent, la condamnent. Certains ricanent en filmant sa déchéance. Sans un mot, Anne se redresse et sort de la maison, abandonnant derrière elle 18 années de vie. Dans la rue froide de novembre, elle monte dans sa vieille Clio et démarre, les mains agrippées au volant. Cette nuit-là, garée près de la Seine, recroquevillée sur son siège, Anne pleure toutes les larmes de son corps. Puis, quand il ne lui reste plus une seule larme, quelque chose de dur et de froid naît dans son cœur. Une promesse terrible, murmurée dans l'obscurité. Un jour, Pierre, tu regretteras chaque mot. Je te le jure. L'aube se lève sur une Anne transformée. La jeune fille naïve qui voulait plaire à son beau-père vient de mourir. À sa place se dresse une femme avec une mission. Prouver que cette bonne à rien vaut plus que tous ces millions réunis. 3 jours après l'humiliation, Anne frappe à la porte d'un petit appartement du 20e arrondissement. L'immeuble délavé tranche cruellement avec la villa cossue qu'elle vient de quitter. Marguerite, sa grand-mère de 78 ans, ouvre avec surprise. « Ma petite Anne, mais qu'est-ce que tu fais ici avec ce sac ?» Les rides creusa le visage buriné de la vieille dame, ses cheveux gris tirés en chignon serré. Son petit appartement de 2 pièces sent la lavande et la solitude. Un monde à des années-lumière du luxe de Pierre. Anne s'effondre dans les bras fragiles de Marguerite et raconte tout. Les mots de Pierre, la gifle de sa mère, l'humiliation devant 50 témoins. Sa grand-mère l'écoute en silence, caressant ses cheveux comme quand elle était petite. « Ce Pierre n'a jamais eu de cœur », murmure Marguerite. « Mais toi, ma chérie, tu as quelque chose qu'il n'aura jamais. L'âme de ta vraie famille. » Dans cette cuisine minuscule aux placards écaillés, Anne découvre la vraie pauvreté. Marguerite survit avec 800 € de retraite par mois. Pas de voiture, pas de téléphone portable, des habits reprisés. Pourtant, dans ce dénuement, règne une chaleur que la maison de Pierre n'a jamais connue. Le lendemain, Anne arpente les rues à la recherche d'un travail. Dans son ancien monde, elle allait à l'université, s'amusait avec ses amis, dépenser sans compter l'argent de Pierre. Maintenant, elle découvre les petites annonces, les refus polis, les regards condescendants. Au bout d'une semaine, elle décroche enfin un emploi. Plongeuse dans une brasserie du 11e. Le comptoir de Marco. Un établissement sans prétention, où l'on sert une cuisine simple à une clientèle d'ouvriers et d'employés. Marco Benedetti, le patron, la regarde des pieds à la tête. 50 ans, bedonnant, les bras couverts de tatouages, une cigarette éternellement collée aux lèvres. « Tu as déjà fait la plonge, gamine ?»« Non,
Mais j'apprendrai vite. 1100 € par mois. 35 heures. Commence demain matin. Le premier jour dans les cuisines lui fait l'effet d'une gifle. L'eau brûlante lui rougit les mains jusqu'au coude. La vapeur lui colle les cheveux au visage. Les piles d'assiettes graisseuses n'en finissent jamais. Son dos la torture. Ses pieds gonflent dans ses baskets usées. Mais Anne serre les dents et observe. Autour d'elle, les cuisiniers s'activent dans un balai précis. Jean-Claude, le chef, découpe les légumes avec une rapidité stupéfiante. Fatima, la commise, assaisonne les plats d'une main experte. Chaque geste a sa raison d'être, chaque timing est calculé. « Hé, la princesse !» crie Marco pendant la pause. « Tu croyais que c'était facile de gagner son pain ?» Anne essuie ses mains brûlées sur son tablier taché. « Je ne suis plus une princesse, et j'apprendrai. » Marco la jauge d'un œil nouveau. Dans ce regard déterminé, il reconnaît quelque chose qu'il connaît bien, la rage de survivre. Le soir, Anne rentre chez Marguerite les mains crevassées, les vêtements imprégnés d'odeur de friture. Sa grand-mère nettoie ses blessures avec une douceur infinie. « Tu vaux mieux que ça, ma petite. »« Non, grand-mère, je ne vaux rien. Pierre avait raison. Pierre ne sait pas reconnaître un diamant brut, mais moi je vois ta valeur. » Dans cette cuisine exiguë, sous la lumière blafarde du néon, Marguerite commence à enseigner à Anne les secrets de leur famille. Les recettes transmises de mère en fille depuis 3 générations. La pâte brisée de son arrière-grand-mère, la crème pâtissière onctueuse, les petits trucs qui font la différence. La cuisine, ma chérie, c'est comme l'amour. Il faut y mettre son âme. Anne écoute, note mentalement chaque détail. Mais dans son cœur germe une idée différente. Ces recettes ne seront pas des gestes d'amour. Elles deviendront ses armes. Chaque soir, elle s'entraîne sur les fourneaux fatigués de Marguerite. Ses mains, abîmées par l'eau de vaisselle, retrouvent une précision naturelle quand elles pétrissent, mélangent, caressent la pâte. Un talent se révèle, brut mais indéniable. Au restaurant, Anne continue d'observer. Elle mémorise les techniques de Jean-Claude, étudie ses erreurs, note ses réussites. Petit à petit, Marco remarque son assiduité. « Tu t'intéresses à la cuisine, gamine ?»« J'apprends. » Apprendre, c'est bien. « Mais pourquoi tu fais ça ? Pour de l'argent ?» Anne lève les yeux de son évier, le regard dur. « Pour prouver ma valeur. » Dans cette phrase simple, Marco entend toute la détermination du monde. Cette fille-là ne restera pas plongeuse longtemps. Le mois passe. Anne économise chaque centime, vit avec 400 €, met de côté le reste. Dans son petit carnet, elle note tout. Technique culinaire, coût des matières premières, organisation d'une cuisine. Un projet fou germe dans son esprit. Un jour, elle se prouvera à Pierre et au monde entier qu'une bonne à rien peut valoir bien plus que tous ces millions. La petite Anne humiliée est morte. Une guerrière vient de naître dans la vapeur et la sueur de cette cuisine populaire. 2 ans se sont écoulés depuis l'humiliation. Anne, maintenant 20 ans, range méticuleusement ses derniers billets dans une enveloppe Kraft. 12 000 € économisés centime par centime. Dans le miroir fêlé de sa chambre chez Marguerite, elle observe son reflet. Ses mains portent les cicatrices de l'eau brûlante. Ses traits se sont durcis, mais ses yeux brillent d'une détermination nouvelle. Marco l'a promu commis de cuisine après 6 mois d'observation. Il a vu ses gestes s'affiner, sa compréhension des saveurs s'approfondir. Plus important encore, il a découvert son don pour la pâtisserie. Quand Anne crée ses premières tartes aux pommes selon les recettes de Marguerite, revisitées avec sa touche personnelle, tout le restaurant se tait. Même les clients les plus blasés redemandent une part. « Tu as des mains en or, gamine », lui a dit Marco la semaine dernière. Mais avoir du talent ne suffit pas. Il faut avoir des couilles. Anne a pris sa décision. Elle va ouvrir son propre stand au marché de Belleville. Un petit étal de pâtisseries artisanales, comme un pied de nez à tous ceux qui l'ont méprisé. Elle a tout calculé. 2 000 € pour l'équipement de base, 1 000 pour les matières premières du premier mois, 3 000 pour les autorisations et assurances obligatoires. Le reste constituera sa réserve de sécurité. Le jour J arrive. Anne installe son stand sous la halle brumeuse du marché, ses mains tremblant d'excitation et d'angoisse. Elle a passé la nuit à préparer ses créations. Tartes aux fruits de saison, chouquettes dorées,
sablés fondants aux recettes secrètes de sa grand-mère. L'étal modeste mais propre affiche fièrement « Délices de Marguerite ». Les premiers clients s'approchent, curieux. Une dame âgée goûte une part de tarte aux poires, ferme les yeux, sourit. Un père de famille achète une douzaine de chouquettes pour ses enfants. Anne sent l'espoir renaître. Peut-être que son rêve va se réaliser. Mais la réalité la rattrape brutalement. Les coûts qu'elle n'avait pas anticipés s'accumulent. L'électricité du stand, les sachets personnalisés, les pertes dues aux invendus. La concurrence est féroce. 3 pâtisseries établies dans le quartier cassent les prix pour la déloger. Anne vend péniblement 30 € par jour quand elle en espérait 200. Pire encore, au bout de 3 mois, un contrôle sanitaire révèle un problème dans sa chaîne du froid. Rien de grave, mais les normes sont strictes. L'amende tombe, 5 000 €. Anne regarde l'inspecteur remplir son procès-verbal, le cœur serré. Elle qui avait tout fait pour respecter les règles. « Mademoiselle, vous pourrez rouvrir dès que les corrections seront apportées. » Mais Anne n'a plus les moyens. Ses économies fondent, les dettes s'accumulent. Au bout de 6 mois d'acharnement, elle doit se résoudre à fermer. Elle vend son matériel pour rembourser une partie des créanciers, mais il lui reste encore 8 000 € de dettes. Le soir de la fermeture, Anne s'effondre dans les bras de Marguerite. Pour la première fois depuis l'humiliation de Pierre, elle pleure. Des larmes de rage, de honte, de déception. « J'ai tout perdu, grand-mère. Je ne vaux rien finalement. Pierre avait raison. » Marguerite serre sa petite fille contre elle, caresse ses cheveux comme autrefois. « Non, ma chérie. Tu n'as pas tout perdu. Tu as appris. Maintenant, tu sais comment fonctionne vraiment ce monde. Et cette expérience vaut tous les diplômes. » Dans l'obscurité de la petite cuisine, Anne sèche ses larmes. Elle pense à Pierre, probablement en train de dîner dans un restaurant étoilé, inconscient de sa lutte. Cette pensée rallume sa colère, plus forte que jamais. Elle retourne travailler chez Marco, qui la reprend sans poser de questions. Mais quelque chose a changé en elle. La naïveté de ses 20 ans s'est évaporée. À sa place, grandit une détermination froide, calculatrice. Cette fois, elle ne se contentera pas d'un petit stand au marché. Cette fois, elle vise plus haut. Pierre lui a appris la leçon la plus cruelle qui soit. Dans ce monde, seule la réussite éclatante impose le respect. Anne l'a compris, et elle ne l'oubliera jamais. Le carnet de notes s'épaissit. Anne y consigne désormais tout. Les erreurs commises, les pièges à éviter, les faiblesses de ses concurrents. Sa prochaine tentative ne sera pas un coup d'essai. Ce sera un coup de maître. 3 années se sont écoulées depuis l'échec du marché. Anne, 25 ans, a métamorphosé sa douleur en discipline de fer. Dans la cuisine du comptoir de Marco, elle n'est plus la même femme. Ses gestes ont acquis une précision robotique. Ses yeux ont perdu leur chaleur d'antan. Les autres cuisiniers la surnomment « la machine ». Elle ne sourit jamais, ne plaisante jamais, ne parle que quand c'est nécessaire. Marco l'a promue sous-chef pâtissière il y a 6 mois. Son salaire a grimpé à 2 400 € mensuels, mais Anne continue de vivre comme une moniale. 600 € pour survivre, le reste épargné religieusement. Dans sa chambre spartiate chez Marguerite, elle s'entraîne chaque soir jusqu'à minuit, perfectionnant ses techniques avec une obsession maladive. Son carnet noir s'est épaissi de 100 pages. Anne y consigne tout, les coups au centime près, les techniques des grands chefs, les faiblesses de chaque concurrent parisien. Elle teste chaque recette 10 fois avant de la valider, chronomètre chaque geste, analyse chaque échec avec la froideur d'un scientifique. « Tu te tues à la tâche ?» remarque Marguerite un soir, inquiète devant sa petite fille aux traits creusés. « Tu ne vis plus, tu calcules. » Anne lève à peine les yeux de ses notes. « Vivre ne suffit pas, grand-mère. Il faut dominer. » Cette phrase glace le sang de la vieille dame. L'Anne tendre et rêveuse d'autrefois a disparu, remplacée par cette créature de détermination pure. Même ses mains ont changé. Toujours habiles, mais désormais mécaniques, sans cette caresse instinctive qu'elle mettait dans ses créations. Au restaurant, Anne devient une légende. Ses desserts sont techniquement parfaits. Géométrie millimétrée, saveur équilibrée au gramme près, présentation impeccable. Les clients les photographient, mais rares sont ceux qui les terminent.
Il leur manque cette chose indéfinissable que Marguerite appelait l'âme. Jean-Claude, le chef, l'observe avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle cuisine comme une machine de précision. C'est impressionnant et terrifiant à la fois. Anne accumule les économies avec la régularité d'un métronome. 45 000 € maintenant, rangés dans une enveloppe qu'elle compte chaque dimanche. Mais l'argent n'est qu'un moyen. Son vrai projet germe lentement dans son esprit calculateur. Elle épie désormais Pierre de loin. Grâce à Internet, elle connaît ses restaurants favoris, ses habitudes, ses relations d'affaires. Elle a même créé un faux profil sur les réseaux sociaux pour surveiller sa mère Claire, qui pose fièrement aux côtés de son mari milliardaire dans des galas de charité. Ces images la brûlent, mais nourrissent sa rage. Pierre vieillit bien dans ses costumes sur mesure. Claire arbore des bijoux qui valent plus que les économies d'Anne. Ils ont effacé son existence de leur mémoire, comme si ces 18 années n'avaient jamais existé. Un soir de décembre, Anne s'effondre dans sa cuisine. Le surmenage, les nuits blanches, la pression constante ont eu raison de son corps. Marguerite la trouve inconsciente, les mains encore serrées sur son fouet. L'hôpital diagnostique un épuisement sévère. « Vous vous tuez à petit feu, mademoiselle », prévient le médecin. « À ce rythme, vous ne tiendrez pas 1 an. » Mais Anne s'en fiche. Allongée sur son lit d'hôpital, elle ne pense qu'à une chose. Elle a maintenant assez d'expérience et d'économie pour frapper un grand coup. Plus question de petits stands au marché. Cette fois, elle visera le sommet. De retour chez Marguerite, Anne annonce sa décision. Elle va démissionner et ouvrir sa propre pâtisserie. Pas n'importe où, dans un quartier en pleine gentrification, là où la bourgeoisie parisienne vient s'encanailler. « Es-tu sûre d'être prête, ma petite ?» Anne sourit pour la première fois depuis des mois. Mais ce sourire n'a rien de chaleureux. Il ressemble plutôt au rictus d'un prédateur qui sent sa proie à portée. « Je suis plus que prête, grand-mère. J'ai étudié chaque détail, prévu chaque obstacle, calculé chaque risque. Cette fois, je ne peux pas échouer. » Dans l'obscurité de sa chambre, Anne sort son carnet et trace une croix rouge sur la première page. Dessus, elle écrit d'une écriture ferme. Opération Pierre, phase 2. 7 ans après l'humiliation, la machine qu'elle est devenue va enfin pouvoir montrer ses rouages. 6 mois après l'ouverture de Délices d'antan, Anne contemple sa réussite naissante avec satisfaction froide. Sa pâtisserie du 11e arrondissement attire une clientèle grandissante, séduite par la perfection technique de ses créations. Chaque matin, elle arrive à 5 heures, contrôle chaque détail, surveille chaque employé avec la vigilance d'un général inspectant ses troupes. Ses économies ont fondu dans l'investissement. 50 000 € pour l'aménagement, les équipements, le stock initial. Mais les chiffres s'annoncent prometteurs. 15 000 € de chiffre d'affaires le premier mois, 18 000 le second. Anne note tout dans son carnet, analyse chaque dépense, optimise chaque process. C'est un mardi pluvieux de novembre que David Moreau pousse la porte de sa boutique. 34 ans, costume élégant mais pas ostentatoire, regards intelligents derrière des lunettes d'écaille. Expert comptable spécialisé dans la restauration, il vient proposer ses services aux nouveaux commerçants du quartier. « Bonjour, je suis David Moreau. J'ai entendu parler de votre établissement. Vos pâtisseries ont une réputation grandissante. » Anne le jauge d'un œil méfiant. Depuis l'échec du marché, elle se méfie de tous les intermédiaires, tous les conseillers. Mais quelque chose dans la voix posée de cet homme l'intrigue malgré elle. David commande un éclair au chocolat, le déguste lentement, ferme les yeux. Quand il les rouvre, Anne y lit une surprise genuine. C'est remarquable, techniquement parfait, mais... Mais quoi ? Il manque cette petite chose qui ferait que j'en redemanderais par plaisir plutôt que par admiration. Cette remarque touche Anne au vif. Depuis des mois, elle entend les compliments sur la beauté de ses créations, mais rares sont les clients qui reviennent par gourmandise pure. David vient de mettre le doigt sur son point faible. Il revient le lendemain, puis le surlendemain. Pas pour ses services comptables. Anne gère ses finances elle-même avec une rigueur maniaque. Il revient parce qu'il est fasciné par cette femme qui crée des merveilles avec la précision d'un robot et la froideur d'un glacier. « Pourquoi faites-vous ce métier ?» lui demande-t-il un soir,
alors qu'elle nettoie ses plans de travail avec une méticulosité obsessionnelle. Pour réussir. Réussir quoi? Pour la première fois depuis des années, Anne hésite. Comment expliquer à cet inconnu qu'elle cuisine par vengeance, qu'elle pétrit sa rage dans chaque pâte, qu'elle bâtit son empire sur les décombres de son humiliation? Réussir ma vie, finit-elle par répondre. David perçoit la faille dans cette armure parfaitement lisse. Il commence à venir plus souvent, s'attarde après la fermeture, partage ses connaissances sur la gestion d'entreprise. Anne résiste d'abord. Elle n'a besoin de personne. Mais David ne cherche pas à l'impressionner ou à la séduire. Il la comprend. « Vous savez, » lui dit-il un soir en l'aidant à ranger, « les chiffres ne mentent jamais. Votre affaire marche bien, mais vous pourriez doubler votre rentabilité avec quelques ajustements. » Il lui explique les subtilités de la comptabilité analytique, les optimisations fiscales, les stratégies de développement. Anne écoute, fascinée malgré elle. David possède cette expertise business stat qu'elle n'a jamais maîtrisée. Peu à peu, Anne baisse sa garde. David ne pose pas de questions indiscrètes sur son passé. Il se contente d'être là, patient, bienveillant. Pour la première fois depuis David, non, depuis Pierre, Anne ressent cette chose qu'elle croyait morte, l'envie de faire confiance. Ils deviennent amis, puis complices, puis amants. David l'aide à comprendre les mécanismes complexes du business, lui ouvre les yeux sur des opportunités qu'elle n'avait pas vues. Grâce à ses conseils, Anne restructure sa société, négocie de meilleurs prix avec ses fournisseurs, développe une gamme de produits haut de gamme. Le chiffre d'affaires explose, 30 000 € par mois, puis 40. Anne goûte enfin à cette chose qu'elle avait oubliée, le bonheur. Avec David, elle retrouve le rire, la tendresse, cette douceur qu'elle croyait à jamais perdue. Pendant 8 mois magiques, Anne redevient humaine. Ses créations retrouvent cette âme que David avait pointée du doigt. Les clients ne viennent plus seulement pour photographier ses gâteaux, mais pour les déguster avec gourmandise. Mais un soir de juillet, en fouillant l'ordinateur de David resté ouvert chez elle, Anne découvre un dossier qui fait s'effondrer son monde. Projet livre, les entrepreneurs traumatisés, étude de cas. À l'intérieur, des notes détaillées sur son parcours, ses réactions, ses blessures. David écrit un livre sur les patrons marqués par des traumatismes d'enfance, et elle n'est que son cobaye principal. « Comment as-tu pu ?» lui demande-t-elle quand il arrive, la voix blanche de rage contenue. David pâlit en voyant son ordinateur ouvert. « Anne, je peux t'expliquer. C'était avant de te connaître vraiment. Tu m'as utilisé comme un cas d'étude. Tu as écrit mes secrets les plus intimes. Je t'aime, Anne. Le livre n'a plus d'importance. Mais il est trop tard. » Anne lui rend les clés de chez elle. Le cœur brisé, mais le visage de marbre. Plus jamais je ne ferai confiance aveuglément. Plus jamais. David parti. Anne reste seule dans sa cuisine. La machine qu'elle était redevenue reprend ses droits. Plus froide et implacable que jamais. La trahison de David transforme Anne en créature de glace pure. 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit de juillet où elle a découvert la vérité. Anne a maintenant 29 ans et dirige un empire culinaire avec la froideur d'un général en campagne. Délices d'antan compte désormais 3 boutiques dans Paris. La première, dans le 11e, reste son quartier général. Les 2 autres, ouvertes dans le 9e et le 16e, attirent la clientèle bourgeoise que Anne méprise, mais dont elle a besoin. Chaque établissement génère entre 60 et 80 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Anne applique des méthodes managériales impitoyables. Surveillance constante de ses employés via des caméras, tests surprises pour vérifier leur loyauté, licenciement immédiat pour la moindre erreur. Ses équipes la craignent plus qu'elles ne la respectent. Le turnover est énorme. Personne ne supporte longtemps de travailler sous son joug de fer. Elle paie bien, mais c'est l'enfer, murmurent les employés entre elles. On dirait qu'elle nous teste tout le temps, comme si on allait la trahir. Elle ne se trompe pas. Anne ne fait confiance à personne. Elle a installé des micro-caméras dans ses cuisines, vérifie les comptes chaque soir, contrôle les stocks au gramme près. Chaque nouvelle recrue subit un interrogatoire serré sur ses motivations, ses projets, ses relations. Mais les résultats sont indéniables. Ses pâtisseries rivalisent avec les plus grands noms parisiens. Les magazines gastronomiques
commencent à parler de cette nouvelle étoile montante qui révolutionne la pâtisserie artisanale. Anne collectionne les articles, non par vanité, mais comme autant de preuves de sa progression vers son objectif final. Dans son appartement spartiate, elle a quitté chez Marguerite l'année dernière, Anne a aménagé un bureau où s'accumulent les dossiers sur pierre. Photos découpées dans la presse, articles sur ses affaires, programmes de gala où il apparaît. Elle connaît ses restaurants favoris, ses habitudes, ses relations d'affaires. L'obsession a remplacé l'amour dans son cœur. Le travail dévore sa vie. 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Anne n'a plus d'amis, plus de loisirs, plus de plaisir. Les rares hommes qui tentent de l'approcher se heurtent à un mur de glace. Elle couche parfois, par besoin physiologique, mais ne laisse jamais personne s'attacher. « Tu me fais peur, ma petite », lui avoue Marguerite lors d'une de leurs rares rencontres. « Tu as réussi, mais à quel prix ? Tu ne souris plus jamais. Sourire ne sert à rien, grand-mère. Seuls les résultats comptent. » La vieille dame regarde sa petite fille avec tristesse. Anne porte des tailleurs stricts, ses cheveux tirés en chignon sévère, son maquillage impeccable mais froid. Plus rien ne subsiste de la jeune femme tendre d'autrefois. Les chiffres, eux, parlent. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, 150 employés qui se succèdent dans ses cuisines, une réputation qui s'étend bien au-delà de Paris. Anne accumule un patrimoine personnel de 800 000 euros, fruit de sa gestion implacable et de ses économies draconiennes. Mais le succès a un goût de cendre. Anne ne savoure plus ses propres créations. Elle mange peu, dort mal, vit dans l'attente permanente de la prochaine étape. Car tout cela n'est qu'un moyen, jamais une fin. Un matin de septembre, Anne s'effondre dans sa cuisine. Le surmenage, la pression constante, l'isolement émotionnel ont eu raison de son organisme. L'ambulance l'emmène à l'hôpital Saint-Antoine, inconsciente, ses mains encore crispées sur un fouet. Burn-out sévère, diagnostique le médecin. Votre corps vous lâche, mademoiselle. À ce rythme, vous ne passerez pas l'année. Allongée sur son lit d'hôpital, Anne contemple le plafond blanc. Elle a 30 ans dans 3 mois et commande un empire pâtissier. Pourtant, elle se sent vide. La machine qu'elle est devenue fonctionne à la perfection. Mais l'âme s'est évaporée. Elle pense à Pierre, probablement en train de savourer un dîner étoilé en compagnie de Claire. Ils ignorent tout de son ascension, de sa réussite, de cette revanche qu'elle mijote depuis 12 ans. Cette pensée ranime sa flamme intérieure. À sa sortie d'hôpital, Anne prend une décision. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. 3 boutiques ne suffisent pas. Il faut qu'elle devienne incontournable, qu'elle figure dans tous les magazines, que son nom résonne dans le milieu où évolue Pierre. Dans son carnet noir, elle trace une nouvelle ligne. Phase finale. Devenir visible. Bientôt, très bientôt, Pierre découvrira que la bonne à rien qu'il a jetée à la rue a bâti un empire plus solide que tous ses châteaux de cartes financiers. 18 mois après son burn-out, Anne contemple la couverture qui va changer sa vie. Le magazine Femme Actuelle s'étale devant elle sur son bureau, sa photo en première page, toque blanche et regard perçant, avec ce titre qui la consacre enfin, Anne, de plongeuse à reine de la pâtisserie parisienne. À 30 ans, elle règne sur un empire de 8 boutiques réparties dans tout Paris. 80 employés, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, une réputation qui dépasse les frontières de la capitale. Les grands chefs la respectent, les médias la courtisent, les clients font la queue devant ses établissements. L'article de 3 pages détaille son parcours avec admiration. L'orpheline recueillie par bonté, devenue plongeuse par nécessité, qui a gravé les échelons à la force du poignet. Le journaliste salue son management exigeant mais juste, ses innovations révolutionnaires et sa réussite exemplaire. Il évoque discrètement quelque chose de dur dans son regard et sa solitude assumée, mais présente ses traits comme les marques du sacrifice consenti pour atteindre l'excellence. Anne lit et relit l'article, savourant chaque ligne. Les photos la montrent dans ses cuisines rutilantes, entourée d'équipes souriantes, savamment mises en scène pour l'occasion. Elle porte un tailleur noir strict, ses cheveux tirés en chignon parfait, son maquillage impeccable. L'image de la femme d'affaires accomplie. Mais au-delà de la satisfaction, Anne ressent un vide immense. Cette reconnaissance qu'elle a tant cherchée lui laisse un goût amer. Elle regarde autour d'elle,
Son bureau aseptisé, ses dossiers rangés au millimètre, ses murs nus de toute photo personnelle. Pas d'amis à qui annoncer la nouvelle, pas d'amoureux pour partager sa fierté. Même Marguerite, maintenant âgée de 87 ans, la regarde avec plus d'inquiétude que d'admiration. « Tu as tout eu, ma petite. Mais qu'est-ce que ça t'a coûté ?» Ces mots de sa grand-mère résonnent dans sa tête. Anne a sacrifié sa capacité d'aimer, sa joie de vivre, sa spontanéité. La machine qu'elle est devenue fonctionne parfaitement, mais l'âme s'est desséchée. À 400 kilomètres de là, dans son bureau cossu de Neuilly-sur-Seine, Pierre Dubois découvre le magazine. Sa secrétaire le lui a apporté avec son courrier matinal. D'abord distrait, il parcourt la couverture puis s'arrête net. Ce prénom, cette histoire, cette mention d'un passé difficile. Il ouvre le magazine d'une main tremblante. Au bout de la 2e page, la vérité lui explose au visage. Cette femme élégante qui pose fièrement dans ses cuisines, c'est Anne, sa belle-fille, la bonne à rien qu'il a jetée dehors il y a 12 ans. Pierre a blêmi. C'était trop tard. Il appelle Claire d'une voix blanche. « Tu as vu Femme Actuelle cette semaine ?»« Non, pourquoi ?»« Anne. Notre Anne. Elle est en couverture. » Le silence qui suit en dit long. Claire court acheter le magazine. Rappelle 1 heure plus tard, bouleversée. « Mon Dieu, Pierre, qu'est-ce qu'on a fait ?» Pierre relit l'article. La panique au ventre. Cette femme contrôle maintenant plus d'argent liquide que la plupart de ses investissements. Elle emploie 80 personnes, influence l'opinion publique, fréquente le milieu des affaires parisien. Et lui, dans sa superbe, n'avait même pas songé qu'elle puisse exister encore. Les détails de l'article l'inquiètent. Anne a refusé de parler de sa famille adoptive, évoquant juste un passé douloureux qui l'a forgé. Le journaliste note sa détermination farouche et sa capacité à ne jamais oublier. Pierre frissonne en lisant ces lignes. Il tente de la joindre. Les secrétaires de ces boutiques répondent poliment que « Madame la directrice ne reçoit que sur rendez-vous ». Quand Pierre décline son identité, on lui rétorque que « Madame n'a aucun monsieur Dubois dans ses contacts ». Claire supplie Anne par téléphone, pleure, demande pardon. Anne écoute en silence, puis raccroche sans un mot. 12 ans de silence ne se brisent pas en une conversation. Dans son appartement, Anne ressort ses dossiers sur Pierre. Elle connaît ses habitudes, ses faiblesses, ses relations. Maintenant qu'elle a la notoriété et les moyens, elle peut frapper. Mais étrangement, cette perspective ne l'excite plus comme avant. Elle se regarde dans le miroir de sa salle de bain. 30 ans, belle femme, riche, respectée, influente. Et pourtant, si seule, si vide. La revanche qu'elle a préparée pendant 12 ans est enfin à portée de main, mais Anne réalise qu'elle ne ressent plus rien. Ni haine, ni colère, ni satisfaction anticipée. Juste ce vide immense qui grandit en elle chaque jour. L'ironie la frappe soudain. Elle a réussi au-delà de ses rêves les plus fous, mais cette réussite l'a vidée de sa substance. La petite Anne qui pleurait dans sa voiture il y a 12 ans aurait été horrifiée de voir ce qu'elle est devenue. Dans son carnet noir, elle écrit d'une main ferme « Opération Pierre, exécution ». Il est temps. L'appel arrive un mardi matin de mars. La secrétaire d'Anne annonce qu'un certain monsieur Bertrand souhaite commander un buffet exceptionnel pour un événement de prestige. 200 invités, budget illimité, dans les salons de l'hôtel Bristol. Le client insiste sur la discrétion. Il s'agit d'une réception privée pour célébrer un anniversaire important. Anne écoute les détails, l'esprit en alerte. Ce monsieur Bertrand n'existe pas, elle le sait d'instinct. Quelqu'un utilise un intermédiaire pour l'engager sans révéler son identité. Ses recherches discrètes confirment ses soupçons. L'événement est organisé pour Pierre Dubois, qui fête ses 15 ans de mariage avec Claire en grande pompe. Quand elle reçoit l'appel, Anne sourit pour la première fois depuis des mois. Mais ce sourire n'a rien de chaleureux. Il ressemble plutôt au rictus d'un prédateur qui sent enfin sa proie à portée. Ma vengeance allait commencer. Anne accepte le contrat sans négocier le prix. 25 000 € pour une soirée. Elle mobilise ses meilleures équipes, commande les ingrédients les plus raffinés, conçoit un menu somptueux. Mais au centre du buffet, elle place sa création la plus symbolique, des petits fours identiques à ceux qu'elle avait fait tomber 12 ans plus tôt. Le soir de la réception,
Anne arrive à l'hôtel Bristol avec ses équipes. Elle a revêtu sa plus belle tenue de chef. Veste blanche immaculée, toque parfaitement ajustée, un signe de ses succès épinglé sur la poitrine. Dans le salon doré où 200 invités prestigieux savourent champagne et canapé, elle reconnaît plusieurs visages, les mêmes banquiers, avocats et entrepreneurs qui avaient assisté à son humiliation. Pierre et Claire trônent au centre de la réception, vieillis mais toujours aussi élégants. Pierre porte un smoking sur mesure, Claire scintille de bijoux. Ils rient aux éclats avec leurs invités, inconscients du drame qui se prépare. Anne surveille le service depuis les cuisines, attendant le moment parfait. Quand arrive l'heure des desserts, elle prend une décision qui va la hanter longtemps. Au lieu de laisser ses équipes présenter le buffet, elle décide d'apparaître elle-même. Elle pénètre dans le salon, retire lentement sa toque et se présente d'une voix claire qui porte dans tout l'espace. « Bonsoir Pierre. Tu te souviens de moi ?» Le silence tombe comme une chape de plomb. Pierre se fige, le champagne à mi-chemin de ses lèvres. Claire devient livide. Autour d'eux, les invités murmurent, intrigués par ce coup de théâtre inattendu. Anne raconte alors son histoire avec une cruauté glacée. Elle détaille chaque humiliation subie, chaque nuit passée à pleurer, chaque sacrifice consenti. Sa voix ne tremble pas. Ses mots claquent comme des gifles dans le silence stupéfait de l'assemblée. Et maintenant, Pierre, regarde ce que cette bonne à rien est devenue. J'ai bâti un empire de plusieurs millions de dollars à la sueur de mon front. Ironique, n'est-ce pas? Pierre s'effondre littéralement. Cet homme qui brassait des millions, qui intimidait ses associés par son arrogance, se met à pleurer devant 200 témoins. Les sanglots secouent ses épaules, tandis qu'il réalise l'ampleur de son erreur. Mais au lieu des applaudissements qu'Anne espérait, elle ne rencontre que des regards gênés. Les invités la fixent avec un mélange de fascination et de malaise. Ils viennent d'assister à l'humiliation publique d'un homme brisé par une femme au cœur de glace. Le spectacle est saisissant, mais profondément dérangeant. Anne lit dans leurs yeux ce qu'elle refuse d'admettre. Elle vient de se transformer en exactement ce qu'elle détestait. Une personne qui détruit publiquement les autres pour assouvir sa soif de pouvoir. La petite fille humiliée devant 50 personnes est devenue la femme qui humilie un homme devant 200. Claire tente d'approcher sa fille, les larmes aux yeux. « Anne, ma chérie, Il n'y a plus de « ma chérie », coupe Anne d'une voix tranchante. Cette petite fille est morte il y a 12 ans. Anne quitte le salon sous les murmures embarrassés. Dans le hall de l'hôtel, elle s'arrête devant un miroir. Son reflet la glace d'effroi. Elle voit Pierre. La même dureté dans le regard, la même satisfaction cruelle après avoir détruit quelqu'un. La victoire tant attendue a un goût de cendre. Anne vient de réaliser que sa vengeance ne lui apporte pas la paix espérée, mais une nouvelle blessure, celle d'être devenue le monstre qu'elle combattait. Les 3 mois qui suivent la soirée Bristol plongent Anne dans l'abîme le plus profond de sa vie. Le scandale social détruit Pierre, qui perd 70% de ses contrats et sa réputation. Mais la victoire laisse Anne dans un vide sidéral. Elle ne peut plus créer. Ses mains tremblent dès qu'elle touche une pâte. L'odeur de la vanille lui donne la nausée. Ses employés la fuient, effrayés par cette femme fantôme qui erre dans ses boutiques comme une âme en peine. Les affaires périclitent. Qui voudrait acheter des gâteaux créés par quelqu'un qui ne ressent plus rien? Un matin de juin, Anne reçoit un appel qui la brise définitivement. Marguerite, sa grand-mère, s'éteint dans son sommeil à l'hôpital. 87 ans, fatiguée par l'âge et affaiblie par un cancer qu'elle cachait depuis des mois. Aux funérailles, Anne se retrouve seule. Quelques voisins, 2 anciennes collègues, personne d'autre. Elle a détruit tous ses liens humains dans sa quête de vengeance. Devant le cercueil de la seule personne qui l'ait jamais aimée inconditionnellement, Anne s'effondre pour la première fois depuis des années. C'est là qu'elle rencontre Marc Rousseau. 38 ans, psychologue qui accompagne les familles en deuil. Il ne dit rien pendant qu'elle pleure, lui tend simplement des mouchoirs, avec une douceur infinie. « Je ne suis pas votre patient », sanglote Anne. « Je sais, mais j'ai l'impression que vous pourriez avoir besoin de parler à quelqu'un qui comprend la douleur. » Pendant des mois, Anne résiste. Marc revient la voir, patient, bienveillant, sans jamais forcer. Il l'aide à comprendre que sa rage était une armure, mais qu'elle peut la retirer sans mourir. Lentement,
Très lentement, Anne accepte de se laisser aider. Claire vient la voir un après-midi de septembre, vieillie de 10 ans en quelques mois. Elle pleure en voyant sa fille amaigrie, fantomatique. « Anne, je suis désolée. J'ai choisi Pierre par lâcheté, par peur de perdre ma sécurité. Peux-tu me pardonner ?» Anne la regarde longuement. Cette femme brisée qui supplie son pardon n'est plus la bourgeoise arrogante d'autrefois. Pour la première fois depuis 12 ans, Anne ressent autre chose que de la colère envers sa mère. « Tes excuses n'effacent pas 12 ans d'abandon, maman. Mais je suis fatiguée de porter cette colère. La réconciliation est lente, difficile, pleine de rechutes et de non-dits. Marc aide Anne à comprendre que pardonner ne veut pas dire oublier, mais choisir de ne plus porter ce poids. Un jour, Anne rouvre une seule petite pâtisserie, la première du 11e arrondissement. Cette fois, elle ne cuisine plus par ambition ou par vengeance, mais pour le simple plaisir de créer. Ses gâteaux retrouvent cette âme que David avait remarquée autrefois. Marc vient souvent, mange ses créations en silence. Un soir, elle lui avoue sa peur. « J'ai peur de tout gâcher si je te laisse m'aimer. J'ai détruit tous ceux qui ont tenté de s'approcher. » Marc sourit avec cette douceur qui la désarme chaque fois. « Anne, tu n'es pas cassée. Tu es une survivante. Et les survivants savent reconnaître la vraie tendresse quand elle arrive. » Lentement, Anne apprend à faire confiance. Pas aveuglément comme avec David, mais consciemment, en acceptant ses propres failles et celles des autres. Marc connaît ses démons, accepte ses nuits d'insomnie, comprend pourquoi elle teste parfois sa patience. Ensemble, ils créent une association pour aider les jeunes abandonnés. Anne par la cuisine thérapeutique, Marc par l'accompagnement psychologique. Dans cette petite salle du 20e arrondissement où des adolescents découvrent le plaisir de pétrir la pâte, Anne retrouve enfin un sens à sa vie. 1 an après la mort de Marguerite, Anne se regarde dans le miroir de sa nouvelle pâtisserie. Elle a 32 ans, quelques rides de sourire qui commencent à marquer son visage. Des mains moins parfaites mais plus vivantes. L'empire de 8 boutiques a disparu, remplacé par ce petit local où résonnent les rires d'apprentis pâtissiers. Elle pense parfois à Pierre, ruiné mais pas détruit, qui a dû apprendre l'humilité à son tour. Elle ne ressent plus de haine, juste une immense fatigue face au temps perdu. Le soir, Marc l'emmène dîner dans un petit restaurant où personne ne la reconnaît. Anne savoure cette anonymité retrouvée. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle est simplement heureuse. « Tu regrettes ?» lui demande Marc en regardant passer une célébrité dans une voiture de luxe. Anne sourit, un vrai sourire cette fois. « Non. J'ai compris que la vraie victoire n'était pas de détruire Pierre, mais d'apprendre à aimer à nouveau, cicatrice comprise. » Dans la douceur de cette soirée parisienne, Anne sait enfin qui elle est vraiment. Ni la petite fille humiliée, ni la machine de vengeance, mais une femme qui a choisi la reconstruction plutôt que la destruction.